Au premier cours, j'avais tenté de répondre à la question « Qu'est-ce que le moi ?» de deux manières. D'abord en réfléchissant sur le principe d'identité, puisque « Qu'est-ce que le moi ?» posait la question de l'identité. J'en traitais donc d'abord de manière logique, je identique à je, et je faisais observer que le plus souvent nous ne faisions pas une bonne distinction entre notre identité et nos appartenances. Et je traitais aussitôt d'un problème, disons, socio-politique et même éthique, puisque confondre l'identité avec l'appartenance posait la question du racisme. Le raciste étant celui qui accusait quelqu'un de son appartenance et qui ne parlait pas de son identité. Donc mon premier cours était une sorte de passage entre la logique et les questions de type sociopolitique. Dans le deuxième cours, j'ai ouvert la question du temps. Et je regrette que nous ayons oublié l'épaisseur temporelle de l'évolution qui nous produit. Et j'ai longuement parlé de ces milliards, de ces millions d'années qui ont à la fois produit les éléments de notre corps, les molécules de nos gènes et nos organes à mesure que l'on suit l'arbre aux espèces. Dans la première question concernant l'identité, je parlais de je identique à je. Lorsque j'ouvrais les questions d'appartenance, j'ai parlé de nous, je, sujet en première personne, du singulier, nous, sujet en première personne du pluriel, et dès lors que l'on considère l'arbre aux espèces, c'est-à-dire l'espèce humaine ou le genre humain, en parallèle avec les autres espèces issues elles-mêmes de l'évolution, nous parlons de l'homme en général et d'un autre sujet, mais en troisième personne, qui est le sujet « on », lui-même construit sur le mot « homme ». Vous savez que « on » pense, le sujet « on » répète simplement le substantif « homme ». On ne fait pas l'amour comme des ânes ni comme des crabes. On ne se reproduit pas comme des algues. On, ici, parle de l'espèce humaine, qui n'a pas les mêmes conduites reproductives ou reproductrices que telle ou telle espèce de mammifères, de gigantostracés ou d'une autre espèce botanique. Aussi, dans la phrase « on ne fait pas l'amour comme des ânes, ni comme des crabes, ni comme des algues », eh bien, j'utilise le pronom « on », construit, je l'ai dit, sur le mot « homme ». Mais plus concrètement, lorsque l'on descend vers ces femmes et ces mâles dont je viens de parler dans cette activité, ces femmes et ces mâles font partie d'un groupe eux-mêmes, et parlent une langue et participent d'une culture, et donc ils disent plutôt d'eux-mêmes « nous ». Non pas seulement « on », mais « nous, les Arapèches, nous ne vivons pas comme vous, les Gascons, ou comme eux, la gauche caviar ». Et vu de plus près encore, tous ces braves gens sont devenus, mais cela assez récemment et même très récemment, des individus. Alors, saint Paul dit « je crois », Descartes dit « je pense », et mon voisin crie « je souffre ». Voilà donc trois sujets, un personnel, je pense, je crois, je souffre, un deuxième social, nous, les Gascons, les Arapèches, les Aïnous, et un troisième biologique, on, l'homme, l'espèce humaine, le genre humain.
Moi donc qui fais court aujourd'hui, qu'est-ce que moi? Eh bien, moi, je parle en ce moment, j'écris une langue comme la vôtre, la nôtre langue, et nous faisons tous partie du genre humain. Donc, le sujet ici est en 3 personnes. Je voudrais d'abord, avant de commencer ce cours, ouvrir 2 boîtes noires. Je viens de parler de Descartes et tout le monde connaît au moins sa phrase célèbre « Je pense donc je suis », qui utilise justement ce sujet « je » au moment même où il se crée, l'individu pensant. Et dans ce cogito, il y a bien 2 boîtes, la boîte du pronom, que je vais ouvrir longuement devant vous ce matin, mais avant de commencer, la boîte du verbe, cogito. Même si l'on ne sait pas de latin, tout le monde connaît au moins ce verbe-là, cogito, penser, dont l'infinitif est cogitare, penser. Et je m'étonne que les philosophes n'aient jamais ouvert cette boîte superbe du mot cogitare. Essayons de l'ouvrir ensemble ce matin, je vous prie. Si l'on détache d'abord le préfixe co, cum, avec, il reste un verbe dont je vais vous raconter l'histoire. Et pour vous raconter l'histoire, partons à la campagne, ou plutôt en montagne, pour y voir un berger conduire ses troupeaux. Vous savez qu'on ne voit plus de bergères qui conduisent 9 ou 15 brebis, mais on voit plutôt aujourd'hui des bergers conduire des troupeaux très nombreux, 500, 1000, 1500 moutons. Il est très difficile de conduire ces moutons. Et le mot conduire, conduire les moutons, se dit en latin agere. Ago, je conduis, et ce conduire vaut aussi bien pour conduire un char, comme vous conduisez votre voiture automobile, que conduire ce troupeau agité, ce troupeau nombreux de 500 ou 1200 moutons. Agere, ago, je conduis. Et voici que mon voisin, mon frère ou mon beau-frère étant mort, me laisse son propre troupeau, et de nouveau de 500 ou 1200 brebis. Et me voilà obligé d'associer mon troupeau déjà nombreux et le troupeau de mon frère ou de mon voisin. Je suis obligé de les co-agérer, de les mettre ensemble et de les conduire ensemble. Et vous pensez bien que la difficulté de conduire un troupeau nombreux qui demande des chiens, des gestes et tout un métier va être redoublée ou retriplée si j'associe à mon troupeau le troupeau de mon voisin ou celui d'un berger plus lointain, d'une autre vallée. Et pourquoi est-ce difficile d'associer ces 2 troupeaux ou de conduire les brebis de ces troupeaux? Eh bien parce que simplement, ces troupeaux sont composés d'éléments d'âge différents, adultes et agneaux, de sexes différents, brebis et béliers, mais aussi de tempéraments ou d'individus fort différenciés qui commencent à s'agiter, agere, agitare. Ils commencent à s'agiter et à avoir chacun un comportement chaotique, très peu moutonnier, un peu divergent, et je suis obligé alors de faire un effort considérable pour commander à plusieurs chiens, pour de ma houlette indiquer le sens que doit suivre le troupeau. Bref, un effort considérable pour les co-agitare. Le mot agérer, conduire, lorsqu'il s'agit de plusieurs moutons, donne agitare, et quand il s'agit de 2 ou 3 troupeaux mis ensemble, c'est coagitare, ou tout d'un coup, vous reconnaissez le mot cogitare. Et vous voyez s'égayer sur les flancs de la montagne
ce tableau extraordinaire, tigré, nué, zébré, de toutes les couleurs et de toutes les teintes, et où vous entendez une rumeur, le bêlement des agneaux, l'appel des brebis leur mère, le grognement des béliers puissants. Et vous avez là à la fois des teintes mêlées, des éléments divers, des rumeurs nombreuses. Voilà ce que signifie cogitare. Cogitare ne se réfère pas forcément à une unité ponctuelle, comme le croit Descartes, mais une fois la boîte noire ouverte de ce verbe dont on ne connaissait pas vraiment le sens originel, voici qu'il éclate dans une sorte de tableau somptueux, extraordinairement multiplié, à la fois en couleurs, en teintes et en audition de son. Et je voulais vous faire voir qu'à l'intérieur de cette petite boîte, une fois qu'elle est ouverte, sort tout d'un coup un paysage extraordinairement différencié. Voilà le paysage de mes pensées. Cogito veut dire « il y a devant moi comme objet ce paysage multiple dont je vous parlais peut-être dès le début de mon cours, lorsque j'opposais au principe d'identité qui était une sorte de carte blanche, une intersection extraordinairement nombreuse d'appartenances, d'intersections de sous-ensembles, d'autant plus riches et variées que votre vie avait été réussie. Voici que le cogito ouvre la deuxième de ces cartes. Est-ce que l'ego du cogito va ouvrir la première? Essayons de répondre à cette question en ouvrant la deuxième boîte. Lorsque je dis « je pense, j'existe » et que je cherche à comprendre ce que signifie ce « je », je suis obligé de penser que je mélange les premiers sujets dont je parlais tantôt. Je parlais tantôt de moi qui parle aujourd'hui devant vous, de ce nous collectif qui représente l'ensemble de mes appartenances, et de ce on qui est derrière moi et que le temps a produit, que le temps de l'évolution dont je parlais dans le second cours a produit, et qui est l'ensemble de mes cellules, de mes organes, de mes fonctions, de ma voix, de mon regard, de mon profil et de mon corps. Je, nous, on. Bien sûr, je n'aurais pas accepté aucune manière de prendre la parole 3 fois ici si je n'avais pas pensé le contenu de mes cours original et nouveau. Et c'est pourquoi j'ai accepté de les prononcer. Mais j'avoue bien volontiers que, par exemple, m'exprimer en langue française comme vous me donne des avantages, mais dresse aussi devant moi des obstacles qui auraient été rencontrés autrement si je m'exprimais en ourdou, en zoulou, en cantonais ou en guarani. Autrement dit, derrière moi ou à côté de moi ou en moi, ma langue ou le langage infléchit mes pensées et les infléchit de sorte que ce que je prenais pour mon originalité est en partie aussi l'angle d'attaque de la langue devant le monde, chaque langue ayant une obliquité singulière pour penser ou réfléchir les états de choses qu'elle rencontre. Mais je ne parle que de ma langue, mais il faudrait que je parle aussi de mon ethnologie, de ma culture, de ma provenance sociale, de ma religion, de celle de mes parents, qui me poussent tout autant à m'exprimer au moyen de l'ubiquité singulière de cette ethnologie, de cette culture, de cette religion, qui, d'une certaine manière, se soustrait à ce que je pensais être mon originalité particulière. Et par conséquent, si d'aventure le temps, les circonstances ou le hasard
m'avait arraché à la Gascogne, où je suis né, aux mathématiques, dont je sors, ou à la guerre, dont je suis dont j'ai été sauvé, pour me plonger ailleurs, dans un autre milieu, dans une autre langue, dans d'autres circonstances historiques, eh bien, j'aurais peut-être, dans mon originalité, été tout différent que je ne suis ce matin et les autres matins. Et pour finir encore, la communauté universitaire dont j'ai fait partie, la communauté scientifique dont je fais encore partie, m'impose des normes, m'impose de me livrer à des débats, mais m'amène aussi à une révolte, telle que je m'oblige à des contrôles stricts, à des documentations, à des obligations de raison et de syntaxe, mais que je tâche aussi de me rendre indépendant de ces formats gris. Je ne tiens pour rien, pour finir, des circonstances, des rencontres, des amours, des hasards, bref, du chaos temporel de l'aventure vitale. Cela fait beaucoup de moutons. Cela fait beaucoup de moutons à l'intérieur de la boîte du sujet, peut-être autant qu'il y en avait dans la boîte noire du coagitare, c'est-à-dire de la fonction objet. Disant cela, je ne suis pas original, précisément, car depuis un demi-siècle au moins, les sciences humaines ont su détailler très précisément ce que Montaigne appelait le moi ondoyant et divers, et ont débattu, fort honnêtement d'ailleurs, sur les statuts divers du sujet et de l'objet, de l'observateur et de l'observé, et du coup elles ont su, comme je viens de le faire, plonger le sujet, le moi, dans de telles conditions qu'il y a longtemps qu'elles en ont troublé la pureté. Et donc, lorsque Descartes comparait l'ego au point d'appui d'une balance, ramenant ce sujet à ce statut ponctuel, voici qu'il faut amener autour de ce sujet, comme en couronne flottante, autant de tu et de vous, autant d'eux et de nous, très nombreux, aussi nombreux que les moutons de tantôt, sans compter plusieurs ceux-là, le corps objectif, mes organes biologiques, ma manière de vivre, mes gestes, mes gènes, mes neurones, mes synapses, mais aussi le langage, j'en ai parlé, l'environnement, j'en ai aussi parlé, et d'autres ajoutent à cela l'inconscient s'il existe. Cela fait allusion à plusieurs sujets, l'organisme, ou plusieurs objets, plusieurs objets, l'entreprise, la classe sociale, la corporation, le parti, le syndicat. Sous-ensemble repérable et dont j'ai déjà parlé et qui se chevauchent dans la fonction sujet jusqu'à des intersections auxquelles j'ai fait allusion lorsque je parlais d'appartenance. Donc, il existe une fonction sujet à plusieurs variables. Cette fonction sujet à plusieurs variables groupe le je, le tu, le nous, le vous, le cela vraiment? Je m'explique. Formé, comme je vous l'ai avoué tout de suite, formé aux sciences dès mon enfance, j'ai toujours obéi humblement à l'injonction des choses mêmes. J'avoue n'avoir inventé ni les nombres premiers, ni la chute des corps, ni la percolation des flux. Ainsi, aussi intelligemment que tel manipulateur intervienne dans une expérience, aussi astucieux que nous jugions le concepteur d'une méthode, reste que l'objet se présente en premier et se présente
Prioritairement, quoiqu'à la limite je dirais comment, se présente donc le premier à l'attention intuitive et qu'une intention de pensée qui ne l'élève pas, lui, l'objet, à la dignité première, ne vaut rien. Ne vaut rien, à mon avis, sauf à battre la campagne, à faire sa publicité, à se vanter ou à souffler du vent dans des haut-parleurs. Non. Lorsque j'écris sous la dictée des choses. Je fais partie d'une communauté qui pense à son commandement, je veux dire au commandement de l'objet. Je fais partie d'une communauté de savants qui ne parlent que sous leur contrôle. J'avoue donc ce matin, nous avouons ensemble, et les savants dont je parle, et ils avouent sans vergogne qu'en quelque façon, ce sont les objets qui pensent à notre place et plus efficacement que moi, être original. C'est dans cette équation objective que résident les meilleures et les plus profonde de mes pensées, et non pas dans l'équation subjective dont je viens de parler lorsque j'évoquais l'association du je, du tu, du nous et du vous. D'une certaine façon, ce sujet en troisième personne, cela que je regarde, pense peut-être plus que moi. En effet, à mesure que croît la familiarité que je prends avec ces objets dont je parle, à mesure que je m'approche d'eux, plusieurs de leurs propriétés ne laissent pas de m'étonner. Plusieurs de leurs propriétés ne laissent pas d'étonner ceux qui pensent que seuls les sujets humains s'adonnent à la pensée. Je m'explique. Je vois le vent former sur la mer des lames comme s'il savait écrire des lignes sur une page. Je vois un fleuve tracer sa route le long du Talweg. Je vois le glacier suivre la vallée. Je vois l'axe du cadran solaire projeter sur son plan l'exacte latitude du lieu. Je sens que la pointe laisse sur la cire une trace. Je vois la pointe du diamant graver sur la vitre sa signature. Je ne prétends pas écrire seul. Je ne prétends pas que les hommes sont les seuls à savoir écrire. Le vent trace des lignes sur la mer. Le fleuve trace le lit de son eau sur la vallée. Et la pointe de diamant écrit sur la vitre. Ne prétendons point être les seuls titulaires de la fonction d'écriture. L'huile et l'eau ne se mélangent pas. On dit de l'huile qu'elle est hydrophobe. Elle se sépare de l'eau. Certains corps chimiques vont élire leurs partenaires dans des réactions, vont se combiner à certains autres corps et vont refuser de se combiner à d'autres. L'acte de choisir ne nous concerne pas seul.
les objets le font aussi. Il y a des cristaux qui, lorsqu'ils sont munis d'impuretés, redressent le sens de certains flux. Ils savent choisir, ils savent élire. Nous ne sommes pas les seuls à savoir trancher. Les Islandis, dans les glaces du Groenland, les falaises rouges du Colorado dont j'ai parlé tantôt, les corps radioactifs sont des mémoires, sont des banques de souvenirs. Ne prétendons point nous souvenir seuls. Nous ne sommes pas les seuls à écrire, nous ne sommes pas les seuls à choisir, nous ne sommes pas les seuls à mémoriser. Bref, voici que les choses elles-mêmes, échangent de l'information, conservent l'information, diffusent de l'information, sélectionnent l'information. Et donc, cette manière d'écrire, cette façon de décider, ces engrammes de mémoire confèrent aux choses elles-mêmes des propriétés étranges qui déjà me paraissent quasi cognitives. Il y a donc du « il pense » au sens du « il pleut », autant qu'il y a du « je pense » ou du « nous pensons ». De plus, apparaît aujourd'hui dans le monde, pour la première fois de l'histoire sans doute, un sujet d'une inquiétante étrangeté. Vous le savez, nous rejetons dans l'atmosphère des effluents nouveaux, certains d'entre nous pirates polluent les mers, de sorte que nous sommes aujourd'hui titulaires de techniques globalisantes qui interviennent peu ou prou, nous ne savons pas encore tout à fait en décider, mais qui interviennent peu ou prou sur l'environnement, de sorte que le climat dont les événements dépendaient si peu de nous que la pluie ou la neige passait auprès de nos ancêtres pour les images canoniques du destin ou du hasard, voici que ces événements du climat qui ne dépendaient pas de nous commencent à en dépendre. Mais que mieux encore, nous commençons à dépendre de ces événements qui, ne dépendant pas de nous, commencent à en dépendre. Par une sorte de cercle auto-entretenu, nous commençons à dépendre des choses qui, anciennement, ne dépendaient pas de nous, mais qui maintenant en dépendent. Autrement dit, cette précipitation ou ces températures viennent, nous en sommes assurés, d'un mélange inextricable de lois et de règles, ou de hasard, mais bientôt et peu à peu de nos actes responsables. Je vous pose la question, croyez-vous qu'un jour, nous serons amenés à dire « nous pleuvons » plutôt que « il pleut » serons-nous amenés à dire « on fait chaud » plutôt qu'il fait chaud. Voici un nouvel alliage de sujets qui ne va pas sans dire. Autrement dit, à cette fonction à plusieurs variables de sujets qui comprenaient je, tu, nous, vous, le « il » de mon corps, le « il » du langage, va s'associer tout à coup la nature elle-même des objets inertes en même temps que des êtres vivants. Cela mérite qu'on s'y arrête un moment. Cela mérite peut-être plus d'explications
que je viens d'en donner. Nous avons l'habitude de considérer qu'il existe une lisière, une frontière bien déterminée entre les sujets qui sont habilités à des actes cognitifs et des objets qui sont nommés par nous, découverts par nous, purifiés et mesurés par nous. De sorte que ce que nous appelons les facultés d'intelligence, les facultés de mémoire, nos actes cognitifs, le cerveau, l'esprit, le soi, nous avons l'habitude de penser que ces facultés nous appartiennent à je, à nous, à on, à l'espèce humaine, et non point évidemment aux objets qu'ils étudient. Et à supposer que nous fassions une telle hypothèse, nous serions jugés animistes. Et en effet, il nous arrive d'être animistes. Certains d'entre nous croient encore à l'hypothèse Gaïa, la Terre serait un être vivant. Et je leur demande en effet, si c'est un être vivant, avez-vous vu ses enfants? Car la définition du vivant est bien de se reproduire. Et comme moi, je n'ai jamais vu de vivant plus grand qu'une baleine ou qu'un séquoia, je dis que la Terre est d'une taille bien supérieure pour être encore vivante. Voilà peut-être en effet de l'animisme. Mais reste tout de même l'ensemble des actes dont je viens de parler. Il reste tout de même que les strates des falaises, que les schistes, que les formes fossiles, que les isotopes du plomb constituent des mémoires, et des mémoires au sens cognitif le plus clair, et même des mémoires telles qu'elles sont parfaitement fidèles, parfaitement fiables, comparées aux haillons innommables des oublis humains. Et certaines même, je parle là du passage de l'uranium au plomb, certaines de ces mémoires se doublent de souvenirs qui comptent élément par élément le temps qu'elles passent. Il existe donc, me semble-t-il, dans les choses mêmes, des fonctions, au moins commençantes, que nous croyons autrefois exclusives de l'entendement humain. Évidemment, je ne dis pas que les choses ont une âme, auquel cas vous me traiteriez d'animiste, mais je dis simplement qu'il y a, ou que j'entends, ou qui me semble ouïr dans la rumeur des choses comme un précogitat, comme des conditions élémentaires des actes de pensée. De peur que vous me traitiez d'animiste, je mets les choses philosophiquement au clair. On entend en général en philosophie par idéalisme la théorie au terme de laquelle les choses n'existent que par nos représentations. Que ces représentations soient individuelles, collectives, corporatives, scientifiques, politiques, bref, les choses n'existent que par nos représentations. Inversement, le réalisme croit qu'elles existent indépendamment de nous. Vous avez observé que j'ai défini le réalisme avec le verbe croire, alors que j'ai défini l'idéalisme en disant la théorie au terme de laquelle les choses sont relatives à notre représentation. Ce pourquoi j'utilise le verbe croire, c'est parce que l'idéalisme peut toujours démontrer qu'il a raison, parce que la démonstration et l'ensemble de la cognition fait partie des représentations. L'idéalisme a toujours la raison et la démonstration avec lui. Inversement, le réaliste ne peut rien démontrer. Il a l'intuition que les choses sont indépendantes de nous. Il n'a pas la possibilité de démontrer la véracité de sa thèse. Et en effet,
Les réalistes croient en la réalité des choses comme les théologiens et les mystiques croient en Dieu. Pourquoi croient-ils en Dieu? Parce qu'ils le considèrent comme un être à la limite de notre expérience, mais dans leur expérience même. Eh bien voilà, malgré la faiblesse du réalisme, qui ne peut rien démontrer, malgré la force toute puissante de l'idéaliste, et tous les philosophes, au moins contemporains, sont dans cette classe-là, malgré la faiblesse du réalisme, je n'ai jamais su, je l'avoue, je n'ai jamais pu me départir du réalisme que je trouve dur et de me séparer des idéalistes que je trouve doux parce qu'ils me paraissent n'avoir jamais souffert du monde comme tel et qu'élevés dans du coton mou et protégé, ils croient que toutes les choses du monde leur obéissent comme leurs domestiques. Mais ce n'est pas un bon argument, ce n'est qu'un argument de polémique. La polémique n'est jamais bonne. Mais le vrai argument, c'est de dire que pratiquant la stratigraphie, que pratiquant la cristallographie, que connaissant la thermodynamique, qu'observant la radioactivité, que expert en biochimie, je vois bien que les choses comme telles annonnent ou commencent des fonctions élémentaires que par la suite, des millions d'années après, des milliards d'années après, nous allons utiliser plus complètement et quelquefois moins régulièrement dans nos représentations. Elles ont déjà des fonctions, des activités, allons le mot, courons le mot, des facultés ou des pré-facultés, comme celles que j'ai dites tout à l'heure, la mémoire, le choix, l'écriture, qui déjà annoncent ou annonnent ou commencent ces représentations que nous considérons comme notre propre. D'une certaine manière, ce réalisme fait que je crois que les choses nous précèdent dans la fonction de pensée, que dans les conditions de la cognition, il y a des fonctions qui déjà appartiennent à la matière et à la vie, à l'inerte et au vivant, aux choses et aux bêtes, aux choses et aux plantes. Qui a de la mémoire? Qui? Quel est le sujet de la mémoire? C'est vrai que nous avons de la mémoire parmi nos oublis, mais les choses dont je viens de parler, l'uranium, les falaises, le fleuve même, sont des mémoires. Et cependant, dans la tradition philosophique, le fleuve est, par définition, l'image même canonique de l'oubli. Mais si on regarde bien un fleuve, nous voyons que toute la tradition philosophique se trompe quand elle dit « tout coule » et que les eaux eux-mêmes sont l'image du l'été, c'est-à-dire de l'oubli. Voyons, regardons le cours du fleuve. Qu'Hercule, dieu des grands travaux, ou que quelque entreprise de travaux publics détourne son cours, laissez-le aller, et quelques siècles plus tard, peu à peu, le fleuve reviendra à son cours primitif. Il a cette mémoire-là. Nous ne nous baignons jamais deux fois dans le même fleuve. Êtes-vous sûr de cela? Car enfin, par l'évaporation, l'eau devient vapeur, la vapeur devient nuage, le nuage circule, il pleut, voilà l'eau revenue. Et par conséquent, nous nous baignons, statistiquement parlant, toujours plus ou moins dans la même eau. La mémoire est toujours là. Et par conséquent, Héraclite, Montaigne, sous le pont Mirabeau coule la Seine, Apollinaire se trompe, le fleuve a autant de mémoire que la terre.
D'une certaine manière, toutes choses sont mémoire. Mon ADN est une mémoire, mais ce cristal en est une autre, cette terre en est une autre, et par conséquent, voilà une fonction mnémonique qui appartient bien aux choses elles-mêmes. Tout mon effort ce matin est de réintégrer l'ensemble du monde dans la fonction sujet. Nous avons toujours l'habitude de considérer un glacier descendant sa vallée comme une chose, c'est-à-dire, je m'arrête une minute, il faut toujours considérer les mots, je l'ai montré dans Cogitare, comme des boîtes noires qui, quand on les ouvre, révèlent des mystères. Voyons, ces objets sont des choses. Mais voyons, qu'est-ce qu'une chose? Eh bien, le mot français « chose » vient du latin « causa » par l'intermédiaire de l'italien « la cosa ». Et par conséquent, nous avons l'habitude de considérer les choses comme une concaténation de causes et d'effets. À cause de la force d'attraction, le glacier, par son poids, descend dans la vallée. Et par conséquent, je vais considérer la chute des corps, comme je disais en commençant, ou n'importe quel phénomène du monde, comme cette concaténation de causes et d'effets. Les choses sont des causes. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que, à la faveur de ce que j'ai dit tout à l'heure de la mémoire, voici que le glacier va tracer profondément, va creuser, va scarifier la vallée, de telle façon que si d'aventure le climat change et que le glacier disparaisse, j'en verrai la trace. Et que donc sur la Terre, il y aura un souvenir de cet ancien glacier, de ce paléoglacier. Non seulement la trace au fond de la vallée, mais les moraines frontales, mais les moraines latérales, que le glacier aura chassées au cours de sa descente. Et par conséquent, le creux dans la vallée et les moraines latérales et frontales sont les souvenirs de ce glacier. Ici, pas de cause. Ici, des codes. Les choses sont des codes, les choses sont des causes, c'est notre physique. Les choses sont des codes, c'est la deuxième physique, celle qui analyse les choses comme des souvenirs. Et c'est cette physique qui m'a permis de faire le second cours, c'est-à-dire qui m'a permis de vous raconter ce grand récit immense, occupant des milliards d'années et des millions d'années, et qui me permet de suivre un temps qui, derrière nous, dans notre dos, nous a produits. Nous, sujets, nous sommes produits par ce temps-là. Nous, sujets, nous sommes des objets. Mais qu'est-ce qu'un objet? Bien, cet objet, en tant qu'il est une mémoire, en tant qu'il laisse des codes, est aussi un sujet. Je suis perdu. Je suis perdu parce que dans mon premier cours, dans mon second cours, je vous ai développé un temps qui m'a produit moi comme objet, et aujourd'hui, considérant, ou plutôt en train de construire une philosophie de la nature, je vois qu'il n'y a pas que de la physique dans la physique, qu'il n'y a pas que de la chimie dans la chimie, il n'y a pas que des causes dans les choses, il y a aussi des codes, il y a aussi de la mémoire, il y a aussi des souvenirs, il y a déjà des fonctions subjectives. Et par conséquent, dès lors que le sujet étalé comme ces moutons-là s'objective de plus en plus de l'autre côté, la nature, sans animisme aucun, se met tout d'un coup à vibrer de fonctions précognitives. L'objet devient sujet, le sujet devient objet, je ne vois plus la frontière qui sépare ces deux mondes. Il faut reconsidérer complètement la philosophie traditionnelle. Cette distinction entre sujet et objet n'est aujourd'hui plus de mise. Cette conclusion n'est peut-être pas si audacieuse qu'elle paraît.
car elle a des lettres antiques de noblesse. Tout à l'heure, je faisais allusion au cadran solaire, et j'admirais l'axe de ce cadran qui, de soi, écrivait sur le plan, je le disais tout à l'heure, l'exacte latitude du lieu. Il se trouve que les Grecs, nos prédécesseurs, appelaient cet axe le gnomon. G-N-O-M-O-N, le gnomon. Et c'est un mot que nous utilisons parfois en français pour dire le gnomon du cadran solaire, c'est-à-dire l'axe du cadran solaire qui projette son ombre selon les positions du soleil de jour ou parfois de la lune la nuit. Par parenthèse, vous savez sans doute, et je voudrais redresser publiquement cette erreur, qu'un cadran solaire n'a jamais servi à dire l'heure. Jamais. Le cadran solaire était dans l'Antiquité un observatoire d'astronomie. Les anciens se moquaient parfaitement de l'heure. Ils n'avaient pas d'heure, vous le savez bien, puisque les heures étaient divisées en 12, quelle que soit la journée de l'année, c'est-à-dire la période d'éclairement. Donc les heures variaient selon les jours en durée. Donc le cadran solaire n'a jamais été fait pour dire l'heure. Ils ne disent l'heure que pour les touristes. En fait, un cadran solaire était un observatoire astronomique où on pouvait calculer la latitude du lieu et qui a été supprimé à l'époque de Galilée, dès lors que Galilée a inventé la lunette astronomique. Je ferme ici la parenthèse. Donc les Grecs appelaient l'axe du cadran solaire un gnomon. Et le mot gnomon est fort intéressant. Le mot gnomon est intéressant parce qu'il est construit sur un verbe grec qui veut dire connaître. Et comme il s'agit d'un participe de ce verbe connaître, gnomon veut dire celui qui connaît, le connaissant, le connaisseur. Il connaît. Et déjà, appelant l'axe du cadran solaire gnomon, les Grecs, à mon avis, le nommant ainsi, avaient déjà l'intuition de ce « il » sujet de la pensée, de ce « il » sujet du savoir, de ce « il » sujet du connaître. L'axe comme tel connaît la latitude. Il a à connaître la latitude. Il connaît tout seul la latitude. Il marche automatiquement. Il y a de l'intelligence artificielle. Voilà. Ce que nous appelons aujourd'hui intelligence artificielle ne fait qu'exploiter les propriétés des objets qui étaient déjà, si j'ose dire, intelligents naturellement. Il y a de l'intelligence ou de la pré-intelligence dans l'objectif, dans la chose. Et vous voyez bien de rechef que la distinction, la lisière ou la frontière entre le sujet et l'objet, entre les propriétés que nous nous arrogions de façon vaniteuse, les propriétés de savoir, et l'objet passif, ne sont pas si évidentes que cela, que la frontière est poreuse, qu'il y a de la pensée d'un côté et qu'il y a de l'objectif là où on croyait qu'il n'y avait que du subjectif. Vous voyez pourquoi ce cours aurait dû me poser des problèmes de forme, aurait dû, ou m'a posé des problèmes de style, m'a posé des problèmes, disons, de conjugaison. Je ne serais pas venu, je le répète, si je n'avais pas pensé apporter aujourd'hui et les 2 samedis précédents des contenus nouveaux et originaux. Mais je ne savais pas ce que mon corps lui-même et mon espèce, ce que mon groupe culturel, ce que ma vie a visité, ce que ma langue, ce que les autres langues que j'ai apprises, ce que les objets de mon travail, ce que les choses du monde pensaient à ma place. Et donc, qui suis-je, moi qui pense? Voilà la 3e question que je me pose après Descartes, après m'avoir posé les 2 premières. Eh bien, je suis un mélange étrange de je, de tu, de vous, de il, de cela, de nous, de ces choses qui pensent ou qui ont pensé des millions d'années avant moi.
Comment puis-je me reconnaître dans ce paysage subjectif-objectif, où les nuages et la pluie, où le gnomon se mêle à ma classe sociale, à ma famille et à moi. Ce que la philosophie appelle sujet, ce que vous appelez moi dans vos moments de narcissisme, ce que la langue usuelle dénomme un homme ou un individu, mélange à titre variable tous ces pronoms, toutes leurs déclinaisons qui fluctuent dans le temps, l'espace et les circonstances. Et par conséquent, cette équation subjective dont je parlais tantôt, voilà qu'on peut la référer dans un volume, une sorte de volume, où, dès que je conjugue un verbe, je ne sais pas vraiment si le sujet s'approche de la dimension « je », s'approche de la dimension « nous », s'approche de la dimension « on », dans un volume à 3 dimensions, une sorte de boule à 3 dimensions, auquel il faut que j'en ajoute une 4e, il, cela, les choses. Voilà un volume où je ne suis jamais assuré de placer le sujet dont je parle selon la dimension du je, du nous, du il, du cela ou de la chose. Voilà un mélange de l'équation subjective et de l'équation objective qui m'amène à construire devant vous une sorte de volume où j'essaie de dessiner une sorte de paysage un peu flou, qu'on peut appeler le paysage pronominal ou le volume pronominal à multiples dimensions, où les sujets ont des positions mobiles et floues. Et devant ce volume ou ce paysage, vous avouez et j'avoue que je me perds complètement dans mes conjugaisons. Il est très difficile de parler et de préciser un sujet dans le volume dont je parle. Je voudrais, en présence de ce paysage ou de ce volume, présenter 2 images pour finir. Écoutez, regardez. Nous sommes devant la mer. Le vent se lève. Le grain apparaît. Le vent forcit. La mer se plisse en petites vagues, puis en hautes vagues, puis en très hautes lames. Elle est le siège de courants croisés. Sa couleur varie selon les teintes changeantes obtenues par l'inclinaison des rayons solaires ou reflètent les taches des nuages. Voilà un bon état des choses pour bien expliquer ou pour donner l'exemple ou pour donner un modèle du volume dont je parle. Cet état dont je parle est mouvant, chaotique, multicolore, traversé de 100 rumeurs. Voilà l'objet que je finis par construire devant vous. Ce paysage à plusieurs dimensions et où les points ont des positions floues. État des choses mouvants, chaotiques, multicolores, traversé de 100 rumeurs. J'attends. Et tout d'un coup, le vent cesse. Les lames s'arrêtent et plusieurs heures après, l'océan tranquille, sans rides, plombé, transparent, va se reposer sous la lune ou le soleil. Voici un deuxième état. Lui, translucide, muet, stable, blanc, incandescent. État
chaotique, multiple, état transparent, incandescent. La mer, le monde et mon âme connaissent ces deux états. L'état chaotique, l'état transparent. Cela ne vous rappelle-t-il pas les deux cartes d'identité que j'énonçais en commençant mon cours, voici 3 semaines? La carte complètement blanche de l'identité et la carte striée, tigrée, nuée, zébrée de vos appartenances. Sans faire de distinction entre le sujet et l'objet, je dis simplement qu'il existe en philosophie 2 états de choses, le premier chaotique, le second transparent. Peut-on parler ainsi de l'homme? Oui. Comment le nommer? Tout à l'heure, j'ai convoqué tous les pronoms pour expliquer notre état de sujet. Comment je m'appelle? Comment vous appelez-vous? Comment t'appelles-tu? Tu t'appelles cette convocation intégrale de tous les pronoms, indistinctement de tous les objets de l'univers. Nous avons tous vocation, en tant qu'individus, à cette pleine universalité. Votre nom est cette convocation intégrale. Votre vocation, c'est cette plénitude maximale et cette limite vide. Cette plénitude totale et cette vacuité intégrale. Nous n'avons pas de nom. Nous sommes sans patronyme. Nous nous appelons Nemo. Personne. Personne avec une carte blanche, comme Ulysse le disait au monstre à l'intérieur de sa caverne, ou comme le terroriste hindou le disait lorsque, dans son sous-marin, il attaquait les vaisseaux britanniques. Nemo, le capitaine Nemo. Ulysse, personne, le capitaine Nemo. Nous avons tous une carte blanche. Nous sommes dans l'état translucide et incandescent de nous appeler personne. Mais d'autre part, nous portons tous les noms du monde, plein maximalement. Votre patronyme, le mien, c'est Panonyme, tous les noms de l'univers, indistinctement sujet et objet. Nous avons une double vocation d'universalité, l'universalité vide d'être personne, l'universalité pleine d'être tous les pronoms, tous les noms et toutes les choses du monde. Et c'est ainsi que la voix frémissante d'une telle vibration entre le nom vide et le nom plein, je termine mes cours en nous appelant tous l'incandescent, tous et personne. Merci. Merci. Nous pouvons questionner, réagir, relancer. Oui. Question? Bonjour. Bonjour. Quel lien faites-vous entre vos conclusions sur l'identité et les philosophies orientales? J'ai l'habitude de ne parler que de ce que je connais. Je connais un peu les philosophies orientales parce que j'ai fait des cours en Inde du Nord et en Inde du Sud, en Chine et en Corée ou au Japon. Donc je me suis un peu instruit pour pouvoir parler à ces braves gens. Mais comme je ne suis pas spécialiste, je préfère ne pas parler des choses que je ne connais pas. Je sais qu'ils n'ont pas la même philosophie de l'individu que nous, mais que orientale,
ça veut dire aussi peu de choses que lorsque nous disons, nous, la culture occidentale. La culture occidentale, qu'est-ce que c'est? C'est Hume, c'est Rousseau, c'est Descartes, c'est Platon, c'est Aristote, ils disent tous différemment. Et la philosophie orientale, il en est de même. Dans les langues dravidiennes de l'Inde du Sud, on ne pratique pas la même philosophie que dans les langues plutôt indo-européennes de l'Inde du Nord. Il n'est pas question d'avoir la même philosophie de l'individu au Japon ou en Chine, en Corée, qu'aux Philippines. Vous savez, la philosophie orientale, c'est aussi compliqué que l'état de la mer dans l'état numéro 1. Vous voyez. Donc, comme je ne connais pas cette multiplicité, je préfère ne pas en parler. Mais enfin bon, vous pouvez poser la question, mais je ne sais pas y répondre. Monsieur... Mais méfiez-vous de l'expression quand même philosophie orientale. C'est la même intégrale que philosophie occidentale. La philosophie ne se distingue pas en occidental et oriental. Ouais. Je vous écoute. Il faut appuyer sur le zizi, je crois. Allez-y, allez-y. Je crois que ça va marcher si vous parlez. Ouais. Je crois que c'est Bergson qui disait que le projet, c'était la saisie de l'objet par un sujet. Mais après, après avoir dit ce que vous avez dit, quoi, quel est notre projet? Quel est votre projet? Ça dépend de vous, mon cher. J'ai beaucoup de projets, mais quel est le projet de qui? De l'homme, quoi, de notre projet. Puisque vous faites... Vous savez, si je savais quel était le projet de l'homme, je serais un immense philosophe, ce que je ne suis pas. Je ne peux pas répondre non plus à cette question. Comment voulez-vous que je sache quel est le projet de l'homme? Adressez-vous à ces voix de plus sages que moi, ou enfin à ceux qui auront le culot de répondre à cette question. Ça me rappelle un peu la question qu'on posait à Saint-Augustin, vous vous rappelez? On posait à Saint-Augustin la question, vous venez de dire que Dieu a créé le monde, mais que faisait-il avant de créer le monde? Et alors Saint-Augustin se gratte la tête et répond, ah, je sais, il préparait de toute éternité d'abominables supplices pour ceux qui poseraient cette question. Je voudrais poser une abominable question aussi. Ah, Lacan, parlant de l'inconscient, dit « ça parle ». Oui. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ce qui a été dit ce matin? Oui. Lorsque je dis que dans la boule pronominale... Il dit même sa cause, d'ailleurs. Dans le volume pronominal, il y a une sorte d'ensemble flou où on ne sait pas repérer la place du sujet qui énonce. Je généralise à tous les pronoms ce que ton auteur disait seulement de ce qu'il appelait l'inconscient. Je dis l'inconscient, s'il existe, fait partie de cette affaire. Mais ce qui m'a intéressé ce matin, ce n'est pas seulement de dire c'est vrai du langage, c'est vrai de mon corps, c'est vrai de la culture, enfin tout ce que les sciences humaines disent depuis 50 ans, mais j'amène en plus un élément qui n'a jamais été, à mon avis, dit, c'est que les sciences exactes aujourd'hui amènent, ont pris l'objet autrement que comme cause-effet, et cherchant à dater les objets dont elles parlent, finissent par considérer l'objet comme un code ou comme une mémoire. Et par conséquent, on a mis la main sur du transcendantal objectif. Dans l'exemple que tu donnes, c'est simplement une extension dans le transcendantal subjectif. Mais ce qui est nouveau, à mon avis, absolument nouveau, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mettre la main sur des conditions de la connaissance qui précèdent notre activité de connaître, qui premièrement datent de millions d'années et qui deuxièmement sont authentiquement des actes cognitifs. Ce qui alors bouleverse complètement ce qu'on appelle le paysage philosophique. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le subjectif, parce que ta question porte sur un autre élément du subjectif. C'est que moi, je franchis le pas et je vais jusque
vers les atomes, les molécules, les cristaux, les falaises, les fleuves, la pluie, les nuages, etc. C'est-à-dire, il y a une philosophie de la nature aujourd'hui qui est en train de se construire et qui nous amène à des conditions nouvelles de la connaissance. Voilà. Autre question, monsieur. Merci, mille merci pour ces cours, très très intéressants. J'ai assisté aux 3 cours et ils étaient très très denses et j'ai appris énormément de choses. Vous avez parlé lors du deuxième cours de la notion du temps. Oui. Premier cours de l'appartenance, de l'identité. Et là, vous nous parlez du sujet et de l'objet. Toutes ces notions étaient jalonnées par ce temps irréversible. Oui. Vous avez parlé du second principe de la thermodynamique. Moi, j'ai une question, mais je ne sais pas si on est vraiment dans l'état aujourd'hui de pouvoir inférer. Puis, est-ce qu'il y a une implication de la mécanique quantique ou est-ce que la mécanique quantique, avec ces événements qui arrivent avant de commencer, avec ce temps complètement chamboulé, est-ce que tout ça, dans cette mécanique quantique, ou ces notions de mécanique quantique, tout ce que vous avez enseigné, reste valable ou est-ce qu'il change radicalement? Merci. Je n'ai pas parlé de mécanique quantique, je n'ai pas parlé du temps de la mécanique quantique. Mais si vous voulez savoir ce qui se passe aujourd'hui de nouveau dans ce domaine, c'est assez simple. Enfin simple, c'est très compliqué, bien sûr. Et vous savez sans doute que la mécanique quantique explore de façon rigoureuse les événements du microcosme, c'est-à-dire ce qui se passe à l'échelon atomique ou moléculaire. Ah non, atomique ou particulaire. Et ce ne sont pas les mêmes lois que les lois qui règnent dans la perception que nous avons de l'univers et qui est régie, quant à elle, par ce qu'on pourrait appeler la relativité, c'est-à-dire la physique qui explique les phénomènes à plus grande échelle, le macrocosme. Et un des mystères qu'il fallait éclairer, c'est comment se fait-il qu'il y a 2 physiques pour 2 échelles, alors que nous vivons dans le même monde. Et une des grandes réussites contemporaines s'appelle la théorie des cordes. Et cette théorie permet de synthétiser les lois qui règnent dans la petite échelle, la mécanique quantique, et les lois qui règnent dans la... Et cette théorie des cordes est très intéressante, mais bon, c'est un peu en dehors de mon sujet, parce qu'elle reprend d'une certaine manière le vieil apologue qu'on vous apprend en classe de philosophie sur la caverne de Platon. Je m'explique. Platon dit que nous sommes, comme nous sommes ce matin, enfermés dans une caverne. La voilà, elle est complètement fermée. On ne voit pas le rayon du soleil. Et la seule chose que vous puissiez voir de la nature, c'est la projection que vous en avez sur l'écran en face de vous. Et donc, dit Platon, vous ne voyez du monde que des images aplaties à 2 dimensions. Mais, si vous voulez connaître vraiment le monde, sortez donc de la caverne, vous verrez ce paysage à 3 dimensions, et ajouter une dimension vous permettra de comprendre ce qui se passait dans l'apparence de la caverne. Donc l'idée, c'est de sortir d'un état donné, ajouter une dimension et comprendre le réel. Or, il se passe aujourd'hui exactement la même chose. Il y a une physique de petite dimension, une physique de grande dimension, et pour associer les deux, il faut concevoir un espace à plus de 7 et probablement 11 dimensions. Et si on arrive à concevoir un espace à 11 dimensions, on verra que les contradictions entre le petit monde et le monde sont levées. Et cette théorie unitaire est actuellement en vue chez certains mathématiciens ou physiciens théoriques. Mais bon, c'est tout à fait en dehors de mon sujet, puisque là, je parlais simplement de la fonction sujet. Lorsque Roland Scher m'a demandé de répondre à la question « Qu'est-ce que le moi ?», la réponse à cette question
que je voulais expliquer, c'est quoi au sujet de la fonction sujet? Qu'est-ce qui existe quand je dis je ou je pense? Eh bien, la réponse à cette question a été donnée aujourd'hui. Il existe un volume à plusieurs dimensions qui me permet de penser le sujet de la pensée et en même temps l'objet même de ce qui est pensé. Voilà. C'est ça. Mais ce volume, je le conçois à deux états, un état plein et un état vide. Un état universel, absolument transparent, probablement théorique, et un état rempli de descriptions locales. Un état principiel et un état saturé. Oui, un état vide, un état saturé. Ici. Je crois avoir compris, j'ai pris des notes, je crois avoir compris que vous avez dit que les différences entre les sujets et les objets sont discutables et qu'il n'y a pas de spécificité du sujet, à part là, m'avez-vous dit. Alors, je reviens à Descartes. Je n'ai pas dit ça, mais ça fait rien. Ah, j'ai mal pris des notes. Oui, ça fait... Bon. Mais vous me direz où est mon erreur. Ce que je veux dire, c'est en revenant à Descartes. Il est évident qu'on est, comme vous le savez, on est obligé de s'exprimer par des mots, et les mots n'ont que la valeur qu'on leur donne, et probablement les gens leur donnent une valeur différente suivant telle ou telle personne. Je pense que Descartes, quand il dit son fameux cogito, avait le souci de savoir ce dont il était sûr. Et ce dont il était sûr, c'était son vécu, comme tout le monde. Et c'est ça, pour lui, le subjectif, je pense. C'est-à-dire que ce qu'on ressent... C'était pas son vécu, c'était sa pensée. Attention, c'est différent. Oui, le vécu est un concept très, très postérieur, évidemment. C'était sa pensée. Je pense, donc j'existe. Mais l'existe est ce qui est déduit. Oui, d'ailleurs, on a fait le reproche, Damasio, entre autres, a fait le reproche à Descartes, précisément de ne pas mettre l'affectif dans le sujet. Le quoi, là? L'affectif. Ah, l'affectif. Hein, que Descartes, n'était pas un affectif ou faisait abstraction de l'affectif. Ah, pas du tout. Il a écrit un traité des passions très volumineux. Très oui, important. Mais enfin, c'est la critique de Damasio. Hein. Ah, c'est oui, pas de moi. Damasio ne connaît pas Descartes. Peut-être, ça c'est possible. Mais ça, je ne veux pas faire un procès. Non, mais il a écrit un traité des passions. Il ne peut rien. Je ne veux pas faire un procès à Damasio. Le problème, c'est que je pense que le sujet, ce qu'on appelle sujet, c'est quelqu'un qui ressent. À mon sens, c'est ça, le sujet. C'est quelqu'un qui a une affectivité. Alors, vous avez décrit, avec des arguments qui sont essentiellement le temps. C'est-à-dire qu'on peut penser que le sujet est un phénomène émergent qui s'est produit à un moment donné ou progressivement, peu importe. Exact. Bon, alors, ça, c'est vrai, oui. Oui. Donc là, vous êtes d'accord avec ce que je dis. Bon. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un phénomène, au sens le plus large du terme. Il y a un phénomène qui est le vécu, qui est le ressenti. Quand vous dites « je souffre », eh bien, ça, c'est vraiment... Ça exemplifie, c'est un cas particulier de ce que se ressent le jeu. Et pour moi, c'est ça le sujet. Parce qu'on ne sait pas, finalement, peut-être, mais on ne sait pas si la mer, si la montagne, si ceci, si cela, a un sujet. C'est possible. Alors, c'est ça l'animisme, finalement. Le fond de votre question est tout à fait juste et est un reproche fort. C'est-à-dire... Pour vous, le sujet, c'est l'affect, l'ensemble des affects, c'est-à-dire l'affectif, et je n'en ai pas parlé. C'est ça le fond de votre reproche. Alors, je voudrais dire que j'en ai parlé, et que j'en ai parlé tout le temps, mais qu'il y a deux manières de parler de l'affectif. La première manière, c'est de le nommer et de l'analyser, et de dire le vécu, et de dire l'affect, et de dire la souffrance. Et là, ce sont des mots. J'ai choisi une deuxième manière. Quand on parle de l'affectif, on en parle dans le grain de la parole, dans l'émotion du verbe, dans le rythme de la phrase, dans ce que quelqu'un, à mon dernier cours, appelait poétique. Et dans ce cas-là, celui qui parle
est dans le vécu de l'affect. C'est-à-dire, il parle vraiment de ce qu'il pense avec la vibration de la passion. J'ai tenté de vous le faire entendre. Et c'était là qu'était l'affect. Et pour moi, c'est ainsi qu'un philosophe parle de l'affect, mais simplement avec pudeur. Il en parle dans le tissu de sa parole, dans la vibration de sa phrase. Bref, dans ce que nos anciens appelaient l'éloquence. C'est dans l'esthétique que passe l'affect. C'est pas dans une analyse substantive qui finalement n'est peut-être qu'un énoncé sans contenu. L'affect n'est pas un contenu. C'est une vibration, vous dites vécu. J'espère que je vous ai fait entendre ce vécu-là. Mais je n'en ai pas parlé. La langue française. Monsieur ? Merci. Juste, s'il vous plaît, revenir sur la précédente réponse à la question. Vous parlez des deux états, le vide et le plein. Le vide qui serait, dites-vous, probablement théorique. Quels sont les éléments qui vous font penser qu'il y aurait autre chose que du théorique ? Je suis sur ce point, à ce point de ma recherche. Comme je ne pouvais pas réellement distinguer entre ce que la philosophie classique appelle le sujet et l'objet, j'ai été amené à analyser un état de choses. Et cet état de choses était indistinctement subjectif et objectif. Et cet état de choses, je pouvais le décrire, c'était clair, puisque dans ce paysage pronominal à plusieurs dimensions, je voyais très bien qu'il y avait des positions plus ou moins floues, temporelles, que je ne pouvais que difficilement préciser, mais en gros, je voyais cet état de choses. Alors je l'ai décrit, et j'en ai donné un exemple avec le mauvais temps sur la mer, par exemple. Mais en vous invitant à penser un volume à plusieurs dimensions dans ce genre-là, et qui était plein. Or, ce volume plein ressemblait de façon étrange à ce que je vous disais dans le premier cours, quand je disais, voyons, à votre lit de mort, qui serez-vous ? Vous serez une intersection d'une infinité d'appartenances, dessinant dans votre carte d'identité une sorte de tableau chaotique et mêlé. Et ça, c'est moi. C'est moi avec les circonstances de ma vie, les gens que j'ai rencontrés, les idées que j'ai eues, que j'ai inventées ou que j'ai répétées, et ainsi de suite. C'est ça, le carton plein, le volume plein. Mais ce volume plein, je ne peux le penser que si, conditionnellement par rapport à lui, il existe d'abord un volume vide, d'abord ou en fin de compte. Je ne sais pas s'il est théorique. Il doit être théorique. Il est peut-être ontologique. Je ne sais pas comment le nommer. Mais je suis sûr que j'ai besoin de ces deux états de choses pour comprendre. Vous voyez ? Je n'ai pas de catégorie philosophique pour vraiment lui donner un nom. Vous voyez ? Mais je dis, il y a deux états. Il y a deux états et je ressens parfaitement que je m'appelle ainsi, que je suis ce panonyme qui a 1000 noms, étant donné le nombre des gens qui ont croisé ma vie, le nombre des objets que j'ai pensés, le nombre de phrases que j'ai écrites et ainsi de suite. Donc il y a une sorte de panonymat. Je m'appelle de tous les noms, mais je m'appelle surtout Nemo. Je ne suis vraiment rien. Je ne suis vraiment personne.
Parce que toi, lui, vous avez chacun une manière de remplir de bruit et de fureur ce volume-là. Mais nous tous ensemble, nous avons bien besoin d'un état de choses transparent pour y écrire ou y faire retentir notre propre bruit, nos propres teintes, notre propre plénitude. Vous voyez ? Sur quoi est écrit, dans quel volume se représente ce second état de choses? Dans un premier, il est simplement préalable ou conditionnel au volume que j'ai décrit. Alors théorique ou pas, je ne sais pas, en effet. Monsieur ? Dans votre espace, il y a plusieurs dimensions qui pour moi me ravit. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire intervenir le phénomène d'émergence? Parce que la difficulté, c'est que quand j'ai de l'oxygène, quand j'ai de l'hydrogène, c'est des êtres qui ont des propriétés particulières, mais quand on mélange l'oxygène et l'hydrogène, on a de l'eau qui a des propriétés différentes. Le concept d'émergence est absolument central dans les 3 cours que je vous ai donnés. Pourquoi ? Parce que toute la place philosophique aujourd'hui est tenue par une question, par exemple, quel est le propre de l'homme ou quel est le propre du moi? Et il y a ceux qui énoncent cela et ceux qui disent que cette question doit être déconstruite. Et ils sont toutes les deux écoles sont dans la logique. C'est-à-dire, il y a un propre de l'homme, il n'y a pas de propre de l'homme. Vous voyez ? Et on dirait que ce sont 2 statuts qui discutent indéfiniment de ça. Et ce qu'ils ont oublié complètement, c'est l'arrière-fond temporel de cette question. Et c'est pourquoi mon second cours a entièrement été consacré à le reconstruire. Dire que s'est-il passé depuis le Big Bang, s'il a existé, jusqu'à etc. Or, cette espèce de flux gigantesque qui occupe 13 milliards d'années est une sorte de labyrinthe à multiples bifurcations. Or, à chaque bifurcation, il s'agit d'une émergence. Or, quand on dit quel est le propre d'eux, quel est ne veut rien dire, propre ne veut rien dire, de ne veut rien dire, mais ce qui veut dire, c'est cela est devenu. C'est-à-dire, qu'est-ce que la nature humaine? C'est une intégrale définie d'un certain nombre de bifurcations qui sont les conditions préalables à l'émergence de Sapiens sapiens dans l'Est africain, voici 6 millions d'années. Et il y a un certain nombre d'émergences, donc la nature, le mot nature voulant dire nascor, naturus, qu'est-ce qui est né? Ça ne veut pas dire l'être ou la définition. Nature, ça veut dire, c'est le participe futur du verbe nascor, naître, ce qui est sur le point de naître, ce qui va naître, ce qui est sur le point de naître, c'est-à-dire une émergence. Et donc, dans le grand récit dont je vous ai parlé, il y a un ensemble, un sous-ensemble d'émergences. Et pour ce qui concerne l'homme, la nature, il y a en effet une intégrale relativement bien définie d'émergences qui permettent de le comprendre. Voilà. Donc le concept d'émergence est ici absolument décisif pour comprendre tout mon propos. Et d'ailleurs, je recommence, la totalité de ce récit, qu'est-ce qu'il est? Eh bien, il dessine un volume tel qu'il occupe pleinement ce volume par son flux, ses bifurcations, etc. C'est-à-dire, de nouveau, le volume dont j'ai parlé tout à l'heure, un autre état des choses semblable à celui que je décris pour le sujet-objet. Vous voyez ? C'est un peu le même type de dessin. Vous voyez ? C'est pour ça que j'hésitais à dire théorique ou ontologique, mais là, de nouveau. Mais la question des bifurcations, la question de l'émergence, la question des naissances successives de certains phénomènes est évidemment fondamentale. Et ça résout toutes les questions philosophiques qui se posent sottement entre 2 statuts. Quel statut S-T-U-E-S? 2 statuts immobiles qui disent « je construis, je déconstruis ton problème ». Et non, et ils n'ont pas l'arrière-fond historique du grand... historique, non, métahistorique, évolutionniste, méta-évolutionniste. C'est-à-dire la totalité des émergences et les bifurcations résolvent le problème, les émergences. Oui, vous posez... Merci. Autre question? On va vous
porter un micro tout en haut. Une question là-haut. Vous êtes exactement sur la trajectoire des rayons lumineux. Bonjour. Bonjour. Quand vous dites les choses ont-ils une âme, qu'entendez-vous par âme? Est-ce le moi, la personne ou quelque chose d'autre que la personne? Le mot âme. Âme, c'est ça. Quand vous dites les choses ont-ils une âme? Je n'ai pas dit que les choses ont une âme. Vous avez dit... Enfin, J'ai employé en effet un moment le mot âme. En effet, je me rappelle très bien, après la mer. J'ai dit... mais je n'ai pas dit que les choses ont une âme. J'ai dit l'animisme consiste en une philosophie où les choses ont une âme. Et j'ai dit simplement que les choses parfois manifestent des propriétés les choses parfois manifestent des propriétés où je reconnais les conditions préalables à un acte de connaître. Les choses manifestent parfois des propriétés où nous pouvons reconnaître des conditions préalables à la cognition. Par exemple, elles se souviennent, elles écrivent, elles échangent de l'information, elles peuvent choisir. Ce sont des conditions préalables à l'acte de connaître. De là à avoir une âme, nous en sommes loin, vous voyez. Je dis simplement de façon précise que je reconnais que les choses peuvent... Au fond, j'aurais dû dire les choses tout simplement. Je crois qu'il y a du logiciel dans le matériel. Voilà, tout simplement. Merci. Mais de là à l'âme, j'ai employé l'âme en effet après. Oui, oui. Une question ici. Dans la dernière revue La Recherche, il y a un petit panorama des travaux et des idées de Fredkin et quelques autres qui tendent à faire passer l'idée d'un univers qui serait le développement un peu de type fractal d'un principe de base informatique. Comment vous réagissez? Alors, j'ai en effet lu ceci et j'ai trois choses à en dire. La première, c'est qu'il est étrange qu'une revue scientifique fasse une telle publicité à des gens dont elle dit dans son article principal que tout ce qu'ils disent sont des sottises. L'article principal dit ce ne sont que des sottises. Alors la question est, mais monsieur la recherche, pourquoi en parlez-vous? Bon. Donc premièrement, c'est simplement de la publicité pour mettre Dieu pour vendre la recherche. Donc c'est tout à fait condamnable. Deuxièmement, pourquoi a-t-on fait la publicité de ces gens-là? Tout simplement parce que ce sont des gens qui ont ramassé des milliards avec la bulle informatique. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont savants, c'est parce qu'ils sont riches qu'on parle d'eux. Deuxièmement. Troisièmement, parlons sérieusement. La théorie en question, et alors on voit là l'inculture de la recherche, c'est que la théorie en question, c'est précisément ça, le Timée ou la philosophie de Leibniz. C'est-à-dire, non seulement c'est pas nouveau, c'est-à-dire, excusez-moi, pour les gens qui ne sont pas dans le coup, la recherche a publié en effet cette semaine ou ce mois-ci une description de théorie où on déduit la totalité des événements de l'univers à partir d'un algorithme simple. Or, cette théorie, qui a été dite 100 fois par Mandelbrot, par la théorie du chaos, etc., alors que Mandelbrot ni la théorie du chaos ne vont jusque-là, est simplement une généralisation et de dire, à partir de choses simples, vous pouvez déduire tout l'univers. Bien. Mais ça, c'est là que les Grecs se sont cassés la figure. Réfléchissez une minute, mon cher, c'est très intéressant. Nous avons attendu le XVe ou XVIe siècle pour inventer la science moderne. D'accord? Pourquoi? Pour une raison très simple. Les Grecs avaient des mathématiques. Ils avaient même des mathématiques très élaborées. Question, pourquoi n'ont-ils pas inventé la physique? Ils auraient pu. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ma réponse, c'est qu'ils prétendaient déduire des mathématiques la totalité de l'univers. Et c'est là que le Timée se casse la gueule. Il prend un modèle mathématique et il déduit le monde. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le monde ne se déduit pas. Mais pourquoi le monde ne se déduit pas? Les Grecs n'ont pas de réponse à cette question. Et quelle est notre réponse à la question? Au XVe siècle arrive la nécessité de l'expérience. Mais pourquoi fait-on une expérience?
Pour une raison très simple. C'est que nous sommes sûrs que le monde est mathématique. D'accord ? Galilée le dit et nous en sommes sûrs depuis. Le monde peut s'expliquer par les mathématiques. Mais ce que nous ne savons pas, c'est quelle théorie mathématique marche pour un fait donné. Vous entendez ? Nous ne savons pas quelle théorie mathématique marche pour un fait donné. C'est-à-dire que le monde est mathématique, mais il n'est pas déductible des mathématiques, il n'est pas dans l'ordre des mathématiques. C'est-à-dire le monde est désordonné par rapport aux théories mathématiques, et donc il nous faut de l'expérience pour voir à quel endroit des mathématiques se trouve ce qui explique. Donc il faut, d'un côté, la théorie déductive, nous ne pouvons pas penser sans ça. Mais la déduction se perd complètement. Il faut donc avoir l'expérience des faits. Mais l'induction se perd complètement. Il faut donc avoir les deux. Il faut donc avoir un volume plein et ensuite un volume parfaitement vide. D'accord ? Mais si vous n'avez pas les deux, vous ne comprendrez rien à rien. Cela est vrai pour l'univers, et aujourd'hui j'ai montré que cela est vrai pour l'homme. Peut-être une dernière question. Bonjour et merci. Je voudrais excusez-moi madame, ajouter juste un mot à cette affaire-là. Le monde n'est pas déductible des mathématiques. Il faut avoir une expérience pour savoir à quel endroit des mathématiques se réfère le découpage de ce sous-ensemble du monde. Et pourquoi le monde n'est pas déductible des mathématiques ? Le Timée, quand il déduit le monde des mathématiques, le déduit de l'intelligence, écoutez-moi bien, de l'intelligence d'un facteur qu'il appelle le démiurge. Le dieu du Timée déduit le monde et il se casse la figure. Les modernes inventent la science moderne par alliance des mathématiques et de la physique sans déduction. Donc, le monde ne se déduit pas des mathématiques. Il n'est donc pas déductible logiquement. Pourquoi ? Parce qu'il est contingent. Pourquoi est-il contingent ? Parce qu'il n'est pas issu d'une simple raison. Parce qu'il est issu d'une décision volontaire. Par conséquent, il fallait la théorie de la création pour fonder la physique mathématique. Ça, c'est très profond. C'est-à-dire, ça dit exactement le contraire de tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le créationnisme. Ça ne veut pas dire que je suis créationniste, loin de là. Mais ça veut dire que si on n'a pas une idéologie globale telle qu'il faut penser la contingence pour raccrocher les mathématiques et non pas la nécessité, alors on ne peut pas atteindre la physique moderne. Donc la physique moderne ne pouvait naître que dans un milieu où la religion était telle et telle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça a été déjà approximé, cette solution a déjà été approximée par le maître hegelien de Sartre. Kojève, merci. Kojève a écrit un article fulgurant et très très bien construit où il dit que la physique mathématique, c'est l'expérience plus la théorie, et ça ne pouvait naître que dans une religion où on avait la double nature, la double nature humaine et divine. Vous vous rappelez de ça ? Et il n'était pas soupçonnable d'idéologie, Kojève, puisqu'il décrivait là la religion chrétienne et que lui-même était juif. Donc il était en dehors de toute possibilité de subjectivité sur cette question. Vous voyez ? C'est un très très bel article. Et je pense qu'il a raison. Mais enfin bon, ça c'est des discussions profondes, mais enfin...
Oui, madame. Oui, donc je voudrais vous poser une question concernant... on avait parlé tout à l'heure d'émergence. Oui. Je voudrais comprendre un petit peu comment vous avez pu justement émerger votre théorie qui, quelque part, remet l'homme à sa place. Et est-ce par le biais d'une rencontre particulière? Comment s'est étayé justement tout ce que vous avez pu nous dire sur le plein, le vide? Je voudrais essayer de comprendre. Comment j'y suis arrivé? Oui. J'ai envie de vous répondre de deux façons, de façon existentielle, comme disent certaines gens. D'abord, en travaillant vraiment beaucoup, en me levant très tôt. Non, de façon sérieuse, je dirais volontiers qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de crise intéressante, qui est la suivante. La philosophie fonctionne aujourd'hui sur des schémas vieux d'un siècle ou deux et ne se renouvelle pas. Et d'autre part, l'ensemble des sciences a de quoi renouveler la philosophie, mais ne le sait pas. Et si vous mettez ensemble une culture scientifique contemporaine avec les ouvertures qu'elle propose, et si vous transportez cette vision du monde dans la nécessité de recréer une vision du monde dans une partie où il n'y en a plus, le court-circuit donne en gros ce que je vous propose. Vous voyez? C'est par une sorte de court-circuit entre la science contemporaine et les questions qui ne sont pas aujourd'hui résolues, où la philosophie ne fait que répéter. Un des drames de la philosophie aujourd'hui, depuis, disons, 50 ou 60 ans, c'est qu'on n'éduque plus les philosophes aux sciences. Vous voyez? Ils sont entièrement coupés de ce qui fait le dynamisme rapide et profond de nos sociétés. Et du coup, ils ne font que râler. C'est-à-dire, ils disent, la science est très mauvaise, la technique c'est très mauvais, on va à la catastrophe, il ne faut pas manger d'OGM, etc. Vous voyez, cette espèce de pessimisme, cette espèce de ressentiment aujourd'hui vient du fait qu'ils ne sont plus dans le langage, vous voyez. C'est assez grave ce qui se passe. Alors j'ai tenté de faire la synthèse, oui, tout simplement. Mais je ne suis pas sûr que ça soit vrai, que ça soit... Mais en gros, je crois que ça se passe un peu dans cette direction. Voilà. Allez, la der des der. On peut continuer parce que les questions sont intéressantes. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'au fond, les mathématiques proposent des modèles différents et on ne sait pas dans quelle mesure ils sont en adéquation avec le réel. Vous parlez de géométrie, il y a la géométrie euclidienne et la géométrie non euclidienne. Donc, est-ce que à ce moment-là, quand on expérimente l'univers, est-ce qu'on doit prendre une géométrie euclidienne ou une géométrie non euclidienne? C'est ça que j'ai dit, non. Non, mais, c'est pas du tout. Ce que je veux dire, c'est pour compléter ce que vous dites. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les géométries euclidiennes, au contraire, sont très réelles puisque c'est elles dont on se sert pour la physique quantique. Ça tombe bien. Vous voyez, c'est pas... Non, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que, comme le monde est contingent, il n'est pas dans l'ordre de la déduction mathématique. Et que toute la question, c'est que le monde n'est pas dans l'ordre mathématique et les mathématiques ne sont pas dans l'ordre du monde. Et toute la question, c'est de remettre les deux, c'est de connecter les deux qui ne sont pas cohérents l'un à l'autre. Alors pourquoi le monde est-il mathématique et non pas dans l'ordre des mathématiques? Eh bien parce qu'il est contingent. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire la contingence? Alors là, pourquoi le monde est-il contingent? Nous n'avons pas de réponse à cette question. Il n'a de réponse que théologique à cette question. Madame? Oui, en vous écoutant, je commence à être un peu perturbée. Là, je ne vais pas dire ce que j'ai compris, parce que je n'ai peut-être pas bien compris les choses. On parle de sujets et d'objets. On réalise que les objets
ont un certain nombre de propriétés qui sont... Vous avez parlé de la possibilité d'écriture, de choisir, de mémoriser. Et la question que je me posais suite à tout ce qui a été dit au niveau des progrès scientifiques, vous avez parlé de l'intégrale un petit peu. Pourquoi le sujet, l'homme existe? Il y a plein de choses, peut-être un peu des coups de chance qui ont fait qu'il y a eu la cellule au départ, qu'il y a peut-être eu des modifications. Alors je ne suis pas assez douée entre le singe et qui a donné l'homme après. Et la question que je me pose, c'est si on continue à progresser dans les sciences, en particulier dans la chimie, on va peut-être bientôt comprendre pourquoi l'homme est doté du pouvoir de mémoire au niveau du cerveau, quelle chimie provoque la mémoire, quelle chimie provoque les capacités de choisir, et on va peut-être perdre en fin de compte la notion de sujet, et on va peut-être arriver à une notion que d'objet. Et l'homme va peut-être devenir, ce qui est déjà en partie, seulement les effets de plein de choses. Ah oui, cette question est très, très intéressante. Et elle rejoint un peu, au lieu de parler de chimie, parlons de technique, si vous voulez. J'allume mon ordinateur. Dans cet ordinateur, il y a de la mémoire. Il y a une fonction mnémonique 100 fois supérieure à celle que je pourrais avoir. Dans cet ordinateur, il y a un certain nombre de logiciels que je peux y mettre pour résoudre des équations infiniment plus difficiles que celles que je peux moi-même résoudre. Et il y a tellement d'images que ça dépasse d'une certaine manière ma possibilité même d'en fabriquer. Et par conséquent, je vais dire que cet ordinateur, il a de la mémoire, il a de la raison opératoire, et il a de l'imagination. Et moi, qui suis-je? Je suis raison, imagination, mémoire. Qu'est-ce que je suis d'autre dans ma fonction cognitive, sinon ça? Mais c'est lui qui l'a? Ah oui, c'est lui qui l'a. Eh bien, très bien, c'est lui ma tête. C'est lui ma tête. Et donc, je suis aujourd'hui déchargé de l'écrasante obligation de me souvenir, de l'écrasante obligation de calculer, de l'écrasante obligation, etc. Et par conséquent, je vais laisser un certain nombre de mes fonctions libres et je vais pouvoir devenir intelligent. Vous comprenez? C'est-à-dire que les avancées que nous faisons dans le domaine objectif en arrivent parfois à externaliser nos propres fonctions au profit de tel objet, mais du coup, en externalisant cette fonction, nous donnons à l'objet le poids que nous portions autrefois dans nos fonctions subjectives. Et par conséquent, nous nous libérons. C'est le contraire. Nous nous libérons au point que tout le travail que j'ai fait pour indexer ma thèse, moi maintenant, en appuyant sur un bouton, c'est tout de suite fait. Et donc ça me libérait 2 mois de travail. 2 mois de travail imbécile. Vous voyez? Combien de travaux imbéciles ai-je dû faire avant d'avoir mon ordinateur qui me libère des travaux imbéciles? Ça nous condamne à devenir intelligents. Vous voyez? Évidemment, c'est terrible. Aux yeux de la plupart, c'est terrible. C'est une condamnation abominable. Oui. Mais voilà. Donc, le fait que nous soyons sans arrêt libres, inventifs et nouveaux est au contraire donné par ce type d'évolution. Voilà. Nous déprogrammons sans arrêt. Et nous programmons des objets à notre place. Et ces objets travaillent pour nous. Vous ne vous plaignez pas quand même de partir chez vous en voiture plutôt qu'à pied. Vous êtes libéré de cette fonction. Avec vos jambes, vous pouvez faire des choses plus intéressantes, etc. Une question ici. J'aurais souhaité, professeur, réagir à cette dernière question et à votre réponse. Comment vous réagissez à la théorie de l'habitus de Pierre Bourdieu? Expliquez-moi. La théorie de l'habitus veut dire, si j'ai bien compris, c'est qu'il faut d'abord s'imprégner de théories, de choses. Il faut faire des exercices, des calculs, il faut mémoriser avant de pouvoir inventer. Et est-ce que la fonction fait l'organe ou l'organe fait la fonction? Mais c'est vraiment une théorie moderne, ça? Parce que c'est justement. Dans Montaigne, c'est chez les Grecs, c'est une vieille... Donc si on se libère, est-ce que vraiment on est intelligent si on est vide? C'est drôlement bien d'inventer des choses que les autres ont déjà inventées. Non, c'est une
ça consiste à dire, si vous prenez un geste qui n'est pas naturel, par exemple servir au tennis, et si vous servez 10 000 fois avant de jouer, vous allez servir naturellement. Vous savez, il y a longtemps que le corps le sait. On le sait ça, en gros, depuis le néolithique. Alors, qu'on en fasse une théorie moderne, c'est ça qui m'éblouit. Pardon ? On termine là ? Je crois qu'on va terminer là. Le cours de Michel Serres va être accessible sur le site internet. Le livre L'Incandescent va paraître en février 2003, sauf erreur. Donc nous aurons le temps de nous refrotter à tout ce qu'il nous a dit. Et je voudrais, au nom de la Cité des Sciences et au nom de vous tous, le remercier très très chaleureusement pour ces 3 samedis.